J'avais besoin d'avoir quelque chose auquel m'accrocher. Alors, j'ai créé une image imaginaire. Elle était la première reine de l'horreur de la télévision, transformant les cris de fin de soirée hors de première écoute. Mais aussi vite que Vampira a captivé l'imagination de l'Amérique, Mila Nurmi a disparu. Que s'est-il réellement passé avec la femme qui a inventé le végétariat gothique avant même que ce soit une tendance ? La vérité est plus sombre et plus tragique que vous ne pouvez l'imaginer. Avant de terrifier les salons américains, Maïla Nurmi n'était qu'une autre rêveuse d'Hollywood, blonde, frappante et complètement négligée. Née Finlande et élevée dans l'Oregon, elle a erré dans Los Angeles à la fin des années 1940, s'essayant au mannequinat, à la danse dans des chœurs et même à un petit rôle dans un film de Red Skelton. Mais rien n'a marché. Les directeurs de casting la voyaient comme un visage de plus dans la foule et cette foule était impitoyable. Dans une ville construite sur des fantasmes de projecteurs, elle était invisible. Mais 1953, tout a changé. Lors d'un bal costumé, Nurmi a assisté à une mascarade organisée par le chorégraphe Lester Horton, vêtu d'un look inspiré d'un dessin animé de Charles Addams. Robe noire moulante, cheveux noirs sauvages, peau pâle et sourcils acérés. C'était sensuel, étrange et dangereux, et ça a fait tourner les têtes. Un producteur d'une station de télévision locale de Los Angeles l'a remarqué et quelques semaines, elle avait sa propre émission. C'est ainsi que Vampira est née. L'émission Vampira a débuté 1954 sur KABC TV. Elle était diffusée tard le samedi soir et ne ressemblait à rien de ce que la télévision avait jamais vu. Chaque épisode s'ouvrait sur un couloir rempli de brouillard où Nurmi se faufilait vers la caméra dans cette robe noire désormais emblématique, poussant un cri à faire dresser les cheveux sur la tête avant d'accueillir les téléspectateurs avec un sourire sournois et sinistre. Elle racontait des blagues macabres, sirotée dans un gobelet de sang et présentait le film d'horreur de la nuit avec un mélange d'esprit impassible et de charisme vampirique. Elle était sombre, élégante et sciemment absurde, à parts égales horreur et satire. L'émission a touché une corde sensible culturelle dans une époque définie par le conservatisme d'Eisenhower et les clôtures d'Ichers blanches. Vampira ressemblait à une intruse d'un autre monde, et c'était exactement son attrait. Elle y a été dangereuse d'une manière qu'aucune autre femme à la télévision n'était autorisée à l'être. Elle transpirait la confiance et le sarcasme, inversant le trope de la demoiselle détresse. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, elle était la tempête. Et les téléspectateurs étaient obsédés. Quelques mois, Vampira a fait la couverture du magazine Life, la propulsant de sensations locales à curiosité nationale. Elle a posé dans d'étranges photos glamour, allongée dans un cercueil ou berçant un chat noir. Le courrier des fans a afflué, les enfants se sont déguisés, elles, pour Halloween. Des stars de Hollywood comme James Dean ont été aperçus, traînant sur son plateau. Certains disent que Dean et Nurmi partageaient plus que de l'amitié, bien que Maïla soit restée énigmatique lorsqu'on lui posait la question. « Il aimait l'obscurité », a-t-elle dit un jour, « et j'y vivais ». Mais la célébrité, surtout lorsqu'elle est se construite sur quelque chose d'aussi radicalement différent, est rarement tendre. Alors que Vampira est devenue une icône pop du jour au lendemain, Maïla Nurmi était toujours considérée comme une nouveauté par l'industrie. Sa création était adorée, mais pas elle. Les dirigeants étaient prudents. Les sponsors ont hésité et plus elle devenait populaire, plus ils pensaient qu'elle était dangereuse pour l'image de la femme au foyer américaine. Nurmi avait conjuré une révolution gothique à la télévision directe, mais Hollywood était sur le point de claquer le couvercle du cercueil, alors que l'émission Vampira a fait des vagues avec son glamour étrange et son esprit vif. Tout le monde dans l'industrie de la télévision ne se réjouissait pas. Coulisses, les dirigeants des stations et les sponsors nationaux étaient de plus mal à l'aise. C'était l'Amérique des années 1950 où la télévision diffusée était étroitement liée par le conservatisme de l'après-guerre et les idéaux stéréotypés. Les familles regardaient des sitcoms joyeuses et des émissions de variété polie, pas une femme gothique pâle faisant des blagues sur le poison et la mort à minuit.
Vampira ne ressemblait à rien de ce que le public avait vu auparavant, ce qui la rendait à la fois magnétique et profondément troublante pour le statu quo. Elle était ouvertement sensuelle, sarcastiquement intelligente et visuellement menaçante pour les idéaux rigides de la féminité à l'époque. Les téléspectateurs étaient fascinés, les gardiens de la morale étaient horrifiés. Malgré de fortes audiences locales et une explosion de l'attention médiatique, la pression des annonceurs et des critiques morales a commencé à monter. Le studio a dit à Maïla Nurmi d'adoucir le personnage, de s'habiller de manière moins provocante, d'atténuer les références à l'horreur et de faire appel à des sensibilités plus traditionnelles, d'autres termes, devenir plus commercialisable. Mais Maïla a refusé. Elle avait créé Vampira de toutes pièces. Son look, sa voix, son style, la diluer signifiait effacer tout ce qui la rendait révolutionnaire. Alors, la station a fait un choix. 1955, à peine un an après sa première, l'émission Vampira a été annulée discrètement. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun épisode d'adieu et aucune explication officielle, juste le silence. La carrière de Nurmi à la télévision s'est évaporée presque du jour au lendemain, et ce qui a rendu le coup encore plus dur, c'est qu'elle avait involontairement cédé les droits légaux de Vampira lorsque l'émission a commencé. Elle était jeune, inexpérimentée et confiante, croyant qu'elle serait toujours celle qui se cachait derrière le personnage. Maintenant, elle ne possédait légalement rien, presque immédiatement, elle est devenue un paria à Hollywood. Les producteurs l'ont qualifiée de difficile, réticente à jouer le jeu, trop bizarre pour être commercialisée. Les offres de rôles de composition sont arrivées masse. Sorcière, ghoul, épouse de monstre. Toutes des imitations superficielles de ce qu'elle avait déjà fait mieux par elle-même. Elle les a toutes rejetées. Maïla Nurmi ne voulait pas jouer des caricatures. Elle avait créé Vampira pour être quelque chose de plus sophistiqué, élégant et sinistre. Le travail s'est tari, son téléphone a cessé de sonner. Les amis ont disparu et le monde du divertissement qui avait autrefois bourdonné autour d'elle est passé à autre chose, avide de la prochaine tendance. Puis, 1959 est venue une occasion improbable et profondément étrange. Ed Wood, le réalisateur excentrique et notoirement à petit budget derrière une série de films de science-fiction originaux, l'a invité à apparaître dans son nouveau film Plan 9 from Outer Space. Le rôle était vague. Elle apparaîtrait comme une figure de zombie, glissant dans les cimetières et fixant la caméra d'un air absent. Il n'y avait ni ligne ni arc narratif, mais il y avait une promesse de visibilité si rien d'autre. Maïla a accepté, surtout par désespoir, mais la production était un désastre. Le scénario n'avait pas beaucoup de sens, le budget était inexistant et la majeure partie du film était cousue ensemble à l'aide d'accessoires recyclés et d'images d'archives. Elle n'a jamais été payée correctement et a finalement quitté le plateau avant même la fin du tournage. Et pourtant, Plan 9 a refusé de mourir. Bien qu'il ait été moqué à sa sortie, souvent surnommé le pire film jamais réalisé, il s'est lentement constitué un culte. Les projections de minuit ont fait une sensation underground. Les étudiants cinéma l'ont analysé, les fans l'ont mémorisé, et au centre de tout cela, avec ses sourcils arqués et sa démarche lente et obsédante, se trouvait Vampira, silencieuse mais inoubliable. Pour Maïla, le film est devenu une sorte d'étrange capsule temporelle. Elle a détesté l'expérience, mais elle a préservé l'image de Vampira pour qu'une nouvelle génération la découvre. Même sans voix, elle est devenue plus grande que nature, une icône piégée dans un purgatoire cinématographique. Au début des années 1960, Hollywood était complètement passé à autre chose. Maïla Nurmi, autrefois la reine de la télévision de minuit, était désormais une note de bas de page oubliée par l'industrie dont seul un public marginal murmurait le nom dans l'obscurité. Après le bref éclair de gloire, Maïla a presque complètement disparu de la vue du public. Il n'y a plus eu d'offres de télévision, de contrats de films, ni d'interviews sérieuses. Un instant, elle était une sensation de la culture pop. L'instant suivant, elle n'était qu'un autre visage oublié à Los Angeles.
Mais contrairement à d'autres qui ont quitté discrètement le monde du spectacle, la disparition de Nurmi s'est accompagnée d'une étrange nuance obsédante. Elle a refusé de se réinventer pour se conformer au modèle d'Hollywood. Et sans Vampira, sans les droits, sans la plateforme, il ne restait plus rien à commercialiser. L'industrie est passée à de nouveaux visages, à des histoires plus sûres. Pendant ce temps, Maïla a accepté tous les petits boulots qu'elle pouvait trouver pour rester à flot. À différents moments de sa vie, elle a nettoyé des sols, a rembourré des meubles et a même vendu des bijoux et des bougies faits à la main à partir d'une petite table à Venice Beach. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas une capitulation silencieuse. Maïla se battait toujours à sa manière, elle a refusé de laisser Vampira devenir un produit à commercialiser par des personnes qui ne la comprenaient pas. Lorsque des studios sont venus frapper à sa porte, dans l'espoir de faire revivre Vampira pour un public plus moderne, elle a dit non. Elle avait déjà perdu le contrôle du personnage une fois et elle ne laisserait pas cela se reproduire. Vivant seule dans un appartement modeste, elle s'est forgée une réputation d'excentrique recluse. Les voisins murmuraient à propos de son style gothique et de ses étranges habitudes. Certains affirmaient qu'elle pratiquait des rituels occultes. D'autres disaient qu'elle quittait à peine sa maison, survivant de restes et de chèques de redevances qui arrivaient rarement. La vérité et la rumeur se sont estompées. Maïla elle-même semblait apprécier le mystère. Le glamour de Vampira avait disparu, mais l'esprit qui se cachait derrière elle, défiant, fier et étrange sans s'excuser, est resté intact. Lors de rares apparitions, les fans qui la reconnaissaient étaient stupéfaits. « C'est elle », murmurait-il. « C'est vraiment Vampira !» Mais elle parlait rarement beaucoup, n'offrant que des commentaires énigmatiques ou un sourire sournois avant de disparaître à nouveau dans la foule. Pendant ce temps, la culture qu'elle avait autrefois choquée rattrapait son esthétique. Les années 1960 et 1970 ont apporté des thèmes plus sombres dans la mode. Musique gothique, renaissance de l'horreur, même le punk, mais Nurmi n'a reçu aucun crédit. Son influence a persisté discrètement, non reconnue par le grand public. Puis est venue une tournure à laquelle elle ne s'attendait pas. Au début des années 1980, une nouvelle hôtesse d'horreur a émergé, une qui portait une ressemblance étrange avec Vampira. Le look était similaire, les blagues, le débit, même la robe, mais ce n'était pas Maïla Nurmi, c'était quelqu'un d'autre entièrement. Et pour Maïla, c'était comme un vol direct, non pas d'un personnage, mais de toute une identité qu'elle avait construite de toutes pièces. 1981, près de 3 décennies après que Vampira se soit faufilé pour la première fois sur les écrans de télévision noir et blanc, une nouvelle hôtesse gothique a émergé à la télévision de fin de soirée. La station était KHGTV à Los Angeles et l'émission était Movie Macabre. Le nouveau personnage était audacieux, sexy, drapé de noir et armé d'un arsenal de blagues ringardes et de décolletés. Son nom, Elvira, joué par Cassandra Peterson. Elvira a rapidement attiré l'attention des fans d'horreur et des téléspectateurs occasionnels. Mais pour ceux qui se souvenaient de l'élégance étrange de l'émission Vampira, les similitudes étaient impossibles à ignorer. Les cheveux noirs de Jay, la robe noire plongeante, le mélange d'horreur et d'humour, tout cela semblait trop familier. Pour beaucoup, il semblait que Vampira avait été ressuscitée, renommée et remise à quelqu'un d'autre. Et pour Maïla Nurmi, c'était comme une trahison. Selon Nurmi, elle avait été approchée par les producteurs derrière Movie Macabre au début des étapes d'un plan de développement. Ils voulaient faire revivre le concept d'hôtesse d'horreur de fin de soirée. Et naturellement, Vampira était leur modèle. Mais des désaccords créatifs ont rapidement fait surface. Nurmi a insisté pour maintenir un contrôle créatif sur le personnage qu'elle avait construit de ses propres mains. La station, en revanche, voulait une version plus commercialisable et modernisée. Lorsqu'elle a refusé de faire des compromis, elle est partie. Peu de temps après, Elvira a été présentée première. Maïla était stupéfaite. Pour elle, ce n'était pas juste une coïncidence, c'était un vol. L'image d'Elvira, son ton, tout son numéro ressemblait de manière frappante au personnage que Maïla avait créé des décennies plus tôt.
Furieuse, elle a intenté une action justice affirmant qu'Elvira était une copie flagrante de Vampira, mais il y avait un problème majeur, Mayla n'avait jamais détenu les droits légaux de Vampira. Ceux-ci avaient été cédés dans les années 1960 lorsqu'elle a présenté le personnage à la télévision pour la première fois. Sans propriété formelle, son cas était faible, le tribunal a rejeté la poursuite. Légalement, Elvira était un nouveau personnage. Créativement, cependant, le débat ne faisait que commencer. La communauté de l'horreur s'est rapidement divisée. Certains fans considéraient Elvira comme un hommage inoffensif, une renaissance amusante et ironique qui a fait entrer l'hôtesse d'horreur dans l'ère moderne. D'autres n'étaient pas si gentils. Ils considéraient le personnage de Peterson comme une version édulcorée de Vampira, dépouillée de son mystère et reconditionnée à des fins lucratives. Les fanzines d'horreur ont publié des comparaisons de photos côte à côte, les éditoriaux ont demandé qui était venu premier. Les conventions sont devenues des champs de bataille où les fans ont débattu de l'authenticité. Pour Nurmi, c'était profondément personnel. Elle avait construit Vampira quand personne d'autre n'osait le faire. Elle avait risqué sa carrière, sa réputation et même sa sécurité financière pour maintenir son intégrité. Maintenant, elle regardait une autre femme devenir riche et célèbre grâce à une formule qu'elle avait inventée dans l'ombre d'une fête costumée d'Halloween. Pourtant, Nurmi a refusé de courir après les projecteurs, elle n'a jamais essayé de faire revivre Vampira dans un redémarrage flamboyant ou de surfer sur la vague de la nostalgie. Elle est restée fidèle à l'étrange original poétique, une création enracinée dans la subversion, pas dans les ventes. Ils ont volé son corps, a-t-elle dit un jour à propos d'Elvira, mais jamais son âme. Ce n'était pas seulement une critique, c'était un deuil. Cassandra Peterson, pour sa part, a toujours nié avoir copié Vampira. Elle a maintenu que Elvira était une création originale inspirée d'un mélange d'influences, notamment l'horreur classique et le camp B-movie. Toutes les similitudes, a-t-elle dit, étaient fortuites ou peut-être un hommage subconscient, mais les parallèles visuels ont continué à susciter la controverse pendant des décennies. Elvira est devenue une marque à part entière. Elle a joué dans des films, lancé des produits d'Halloween, des bandes dessinées, des costumes, des publicités pour la bière, même une publicité du Super Bowl. Elle était partout. Mayla Nurmi, pendant ce temps, est devenue un fantôme. Alors qu'Elvira encaissait sur l'archétype de l'hôtesse d'horreur, la femme qui l'avait inventée vivait dans une quasi-pauvreté, luttant toujours pour être reconnue pour ce qu'elle avait commencé. Pourtant, sous tout ce bruit, quelque chose changeait tranquillement. À mesure que le fandom de l'horreur devenait plus curieux et historiquement conscient, une nouvelle génération de téléspectateurs a commencé à poser des questions. Qui était Vampira? Où était-elle allée? Et pourquoi personne n'avait raconté son histoire? Ce qu'ils ont trouvé était plus qu'un personnage. C'était une femme qui avait renoncé à la célébrité, s'était battue pour son art et n'avait jamais lâché son âme. À la fin des années 1980, Mayla Nurmi avait presque été effacée de la mémoire d'Hollywood. Mais loin des projecteurs du grand public, quelque chose d'inattendu se produisait. Dans les clubs punk, les cercles de films underground et les fanzines d'horreur, une nouvelle génération redécouvrait Vampira et ils étaient obsédés. Cela a commencé avec la montée de la culture de l'horreur culte. Alors que les cassettes VHS devenaient des incontournables des ménages, Plan 9 from Outer Space a trouvé une seconde vie, pas comme une blague, mais comme un chef-d'œuvre désastreux bien aimé. Les cinéphiles et les adolescents gothiques se sont accrochés à l'étrange beauté de son étrangeté à petit budget. Et là, glissant silencieusement dans des cimetières brumeux, se trouvait Vampira, mystérieuse, obsédante, inoubliable. Bientôt, des extraits de l'émission Vampira, autrefois considérée comme perdue, ont commencé à refaire surface. Des enregistrements pirates ont circulé entre les fans. Les fanzines ont publié des photos rares et les conventions d'horreur ont commencé à inscrire son nom aux côtés d'icônes comme Boris Karloff et Bela Lugosi. De jeunes bonnes fans se sont présentés déguisés, elles, citant ses répliques, demandant plus. 1994, quelque chose s'est produit qui l'a ramené complètement dans le champ de vision du public. Le réalisateur Tim Burton a sorti Ed Wood,
un film sur le cinéaste célèbrement excentrique derrière Plein de Neuf. Lisa Marie a dépeint Maïla Nurmi avec une précision étrange, robe sombre, sourcils arqués, escalier silencieux. Pour de nombreux téléspectateurs, c'était la première fois qu'ils apprenaient que Vampira était une vraie personne. Le film a suscité un regain d'intérêt pour sa vie et pour la première fois depuis des décennies, Nurmi a commencé à accorder des entrevues. Elle a parlé avec un humour sec et une honnêteté brutale, décrivant ses batailles avec Hollywood, les retombées d'Elvira et la profonde solitude qui a suivi sa renommée. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun regret de refuser de se vendre, mais la douleur d'être oubliée persistait. Malgré ses difficultés, elle a été stupéfaite par l'amour qui affluait. Lors des conventions d'horreur, elle était traitée comme une reine. Les fans faisaient la queue pour la rencontrer, lui apporter des cadeaux et la remercier de les avoir inspirés. Elle a posé pour des photos, parfois dans son costume original, parfois juste comme elle-même, non moins magnétique. Ce qui l'a le plus surprise, c'est le nombre de femmes, particuliers les plus jeunes, qui la considéraient comme une pionnière. Bien avant qu'il ne soit acceptable d'être sombre, étrange ou puissant à la télévision, elle avait tout fait sans qu'on lui remette des scripts, sans approbation. Vampira avait été une satire et une rébellion enveloppée de satin et d'eyeliner. Bien qu'elle ne soit jamais revenue au jeu d'acteur régulier, Maïla a embrassé cette petite mais féroce résurgence. Elle a signé des autographes, a donné des entrevues à la radio et s'est parfois présentée à des projections de Plan Neuf, souriant lorsque le public applaudissait lorsque sa silhouette fantomatique apparaissait à l'écran. Elle savait que sa place dans l'histoire avait été mal comprise, mais qu'elle n'avait pas été effacée. Elle n'avait pas gagné d'argent. Elle n'avait pas remporté de prix. Mais dans les coins de la culture pop où vivent les vraies légendes, Vampira était de nouveau vivante. Dans ces dernières années, Maïla Nurmi a vécu comme une relique nichée entre les fissures du vieil Hollywood. Elle résidait dans un petit appartement à loyer modéré près des mêmes rues où elle avait autrefois été une sensation. Le monde extérieur avait complètement changé. Mais à l'intérieur de cet espace exigu, entouré d'art fait maison, de vieilles coupures de journaux et de photographies d'époque, elle gardait le fantôme de Vampira avec un défi silencieux. Malgré la résurgence culte, l'argent n'a jamais suivi la renommée. Elle a continué à compter sur l'artisanat fait à la main et les frais d'apparition occasionnels des conventions d'horreur. Elle a peint, sculpté et créé des bijoux sur le thème de Vampira qu'elle a vendus dans les marchés aux puces ou par le biais du courrier des fans. Son art était étrange, personnel et souvent infusé d'humour noir. Tout comme la femme elle-même, et elle est restée farouchement privée. Lorsqu'elle s'est exprimée publiquement, ses mots ont été tranchants, conscients d'eux-mêmes et parfois dévastateurs. Elle a dit un jour à un intervieweur « J'étais trop bizarre pour être acceptée, trop unique pour être mémorisée ». Mais les fans n'étaient pas d'accord. Au début des années 2000, l'influence de Vampira pouvait être vue partout, de la mode des icônes gothiques aux vidéoclips et aux films d'horreur stylisés. Des personnages comme Morticia Adams, Lily Munster et même des artistes comme Lady Gaga devaient une dette subtile au chemin visuel qu'elle avait tracé des décennies plus tôt. Pourtant, Maïla n'a jamais cherché à être créditée. Elle n'avait ni manager, ni équipe de relations publiques, ni éditeur, la poussant à récupérer son trône. Lorsque les fans lui demandaient pourquoi elle n'écrivait pas de mémoire ou ne créait pas une chaîne YouTube comme d'autres, elle répondait simplement « Le mystère fait partie du sortilège ». Janvier 2008, Maïla Nurmi est décédée dans son sommeil. À l'âge de 85 ans, il n'y a eu aucune couverture médiatique nationale, aucun titre majeur. Pour le grand public d'Hollywood, son nom s'était évanoui depuis longtemps, mais dans les jours qui ont suivi, quelque chose de remarquable s'est produit. Des hommages ont afflué sur les forums de fans, les blogs d'horreur et les sites web clandestins. Des artistes ont publié des illustrations, des écrivains ont rédigé des éloges funèbres, des projections de Plan Neuf ont eu lieu son honneur, le public levant un verre à la femme qui a rendu les ténèbres glamour. Certains fans ont même visité sa tombe anonyme pour y déposer des fleurs, des roses noires et des notes manuscrites. Plus tard cette année-là, un groupe de sympathisants a financé collectivement une pierre tombale appropriée pour son lieu de sépulture au Hollywood Forever Cemetery.
Ils ont recueilli les fonds non pas grâce à des célébrités ou au soutien de studios, mais grâce à de petits dons de personnes qui se souvenaient d'elle non seulement comme Vampira, mais comme Mayla, une femme qui avait défié les normes de la télévision, créé quelque chose d'emblématique à main nue et payé un prix élevé pour avoir refusé de faire des compromis. Aujourd'hui, son héritage perdure non seulement dans les cercles de films cultes, mais dans l'ADN de l'horreur et de la mode alternative. Chaque fois qu'un personnage au visage pâle lève un sourcil et prononce une ligne impassible, il y a un peu de Vampira dedans. Chaque allée de Halloween remplie de glamour gothique lui doit un signe de tête. Elle est morte presque sans rien, mais ce qu'elle a donné au monde, le mystère, la rébellion et une silhouette inoubliable noire, étaient inestimables. Et pour ceux qui se souviennent d'elle, elle ne disparaîtra jamais vraiment.